Comme souvent, le mois de septembre est un peu un pot pourri de ce que beaucoup de distributeurs n'arrivent pas à sortir le reste de l'année. Donc on a beaucoup de choses à évoquer dans cette vidéo, donc je vous propose de ne perdre pas plus de temps que cela, et d'aborder les quelques films que nous avons loupés durant ce mois de septembre 2023. Si l'on veut faire du mystère, autant qu'il y en ait vraiment au sein du film. Dans le genre, certains auteurs adorent mettre en forme un mystère qui prenne énormément de place à l'écran, qui englobe totalement une œuvre, quitte à sonner comme une immense et profonde plongée dans l'esprit d'un personnage pouvant donner la sensation de raconter beaucoup avec finalement peu. Yann Gozlan, revenant après l'immense succès que fut Boîte Noire, nous propose un thriller beaucoup plus psychologique et labyrinthique, rejoignant un peu plus les origines de son cinéma, pour une œuvre qui déçoit un peu, même si elle n'est pas forcément aussi molle que ce que l'on aurait pu craindre, l'auteur français cherchant à captiver et à hypnotiser, mais également cherchant un peu trop à le perdre, donnant lieu à cette œuvre maladroite, où ce qui sonne comme de l'énigme se révèle plutôt être de maladroites péripéties qu'un véritable mystère. Après, Diane Kruger aide à la réussite de composition de cette œuvre de cinéma, proposant une interprétation particulièrement juste et forte, sans forcément sonner comme un élément parfait d'une œuvre de cinéma dont elle ressort comme un atout tout de même. Cela aurait pu être plus fin, et surtout plus subtil, je pense. Controverses et provocations sont un très bon moyen d'attirer l'attention de nos spectateurs. Et de nos jours, de moins en moins de réalisateurs et d'auteurs cherchent à emmener un sujet provoquant aussi loin que l'on pourrait l'imaginer. Et dans le genre, il y a souvent de cela au Festival de Cannes, de la provoque et surtout une bonne grosse dose d'indignation, venant la plupart du temps plus du public que de l'œuvre elle-même. Après de longues années d'absence, Catherine Breillat revient à la mise en scène pour un sujet dur, une œuvre complexe, qu'elle soit à aborder ou simplement à digérer, mais surtout une œuvre qui se veut émotionnelle. Avant d'être simplement narrative, la réalisatrice nous embarquant dans un moment de 7e art sonnant comme très classique quant à la base de sa trame et apportant plus de la provocation et de la controverse par la manière avec laquelle elle décide de mettre en relief ses deux personnages principaux et le contexte les entourant. Et après bien sûr il faut saluer la performance assez folle de Léa Drucker qui délivre une prestation terriblement forte et imposante, donnant une vraie énergie et une vraie intensité à de nombreuses scènes rien que par sa présence à l'écran. Un film prenant, mais un peu trop classique pour son côté provoquant. Il y a des auteurs qui ont une patte complètement atypique. Une patte qui suffit parfois à elle seule à donner à un film une identité, une singularité, quelque chose de rare et d'unique, qui donne ainsi un cachet évident à un projet qui aurait pu sonner comme convenu et comme classique, mais qui grâce à cet auteur parvient clairement à sortir du lot pour notre plus grand plaisir. Christian Petzold, cinéaste allemand particulièrement intrigant, a tout de cela. Une patte singulière, un regard atypique et unique sur le cinéma, mais au cœur de son nouveau film, on sent qu'il y a une grande, voire une immense difficulté de la part de l'auteur à nous passionner pour ce que l'on découvre et à apprendre un groupe de personnages peu attachants, malgré quelques péripéties assez fortes, mais où ce héros, Léon, n'est jamais à la hauteur de la puissance dramatique que le cinéaste cherche clairement à amener dans une aventure trop linéaire pour tenir la route. Après, Thomas Schubert emporte assez bien le film, à l'image de ce casting entier où la belle Paula Beer impose une nouvelle fois une fantastique interprétation, mais où l'on sent également qu'il y a peu de choses à retenir ou même à simplement apprécier devant ce métrage maladroit où les acteurs cherchent tout de même à briller. Un film qui aurait pu être bon, mais qui au bout du compte sonne juste comme moyen. Pas facile de faire rire avec de l'absurde, et surtout avec quasiment un seul personnage à l'écran. C'est bien de vouloir jouer avec un acteur, mais parfois il faut un peu plus pour tenir un film, pour lui donner de la forme, de la force, une profondeur dramatique ou narrative, qui ne se contente pas simplement d'emmener ce personnage dans une direction sans penser aux événements et rebondissements qui doivent l'accompagner. Pourtant, après un précédent métrage hilarant, Benamozig et Caviglioli se perdent dans un projet à la base particulièrement attrayante et assez folle, mais qui, dans la démarche créative et artistique qu'ils ont envie de poser, sonne comme d'une lourdeur et d'un poussif cinématographique ne parvenant pas à totalement satisfaire ou amuser. Le personnage central faisant tenir le film une bonne heure, mais la narration clairement référencée à un certain cinéma des îles n'arrive pas à clairement et simplement tenir la route. Et après, Jonathan Cohen est bon, comme souvent d'ailleurs, mais on sent que l'acteur a du mal à faire en sorte que son interprétation tienne totalement le film, et en cela, même si on peut saluer sa prestation, elle n'est pas suffisante pour rendre le métrage véritablement bon et entraînant. On gardera tout de même en tête cette chanson, mais on regrettera surtout que le film ne soit pas plus que simplement ça. Ah, celui-là.
Rien qu'avec son idée, il me faisait très envie. Bon, déjà parce que dans le genre idée bizarre et étrange, disons qu'une adaptation de Balzac portée par une réalisatrice aussi excentrique et folle qu'Ariel Dombal, faut bien avouer que pour le coup cela donne lieu à un projet cinématographique qui donne un peu envie, voire même, il faut le reconnaître, très envie. Ainsi se pose cette proposition de 7ème art saugrenue et assez décalée, une œuvre qui se voudrait étrange donc, bizarre, punk presque par moments dans ses choix musicaux et son envie d'emmener le sujet dans une direction loufoque, mais bon pour le coup, il faut bien avouer que cela ne marche pas. Ça sonne même comme de mauvais goût par moments, que ce soit par les enchaînements d'idées, par les instants de fantaisie, ou même par les personnages et les dialogues, souvent extrêmement pompeux et lourds, et qui plombent radicalement le rythme du film. Sans compter que dans le genre proposition cinématographique loufoque, le choix des acteurs et leurs interprétations souvent à côté de la plaque n'apportent absolument rien au long métrage, et comme les dialogues plombent même le rythme et l'ensemble du film. Un moment qui ne marche pas, et qui sonne même comme assez mauvais, il faut le dire. Parfois, il faudrait juste arrêter d'aller trop loin avec les univers et les personnages qui marchent pas en fait. Que ce soit donc avec des personnages, avec une idée, avec une forme, avec une conception particulière du 7ème art, il y a des fois où il faut simplement se dire qu'il faut arrêter, qu'il ne faut pas trop en faire. Mais bon, l'appât du gain suffira toujours à pousser des auteurs à se lancer dans des entreprises, parfois très bizarres. Ainsi, on se retrouve avec un deuxième volet de la saga La Nonne, qui sonne comme une possibilité intéressante sur le papier, mais qui rapidement, entre les mains de Michael Chavez, qui avait déjà officié sur La Malédiction de la Dame Blanche, nous offre un bel écrin, pour un métrage sacrément vide. Peu passionnant dans son fond, comme dans ce qu'il a à nous raconter, jouant de péripéties amusantes au début, puis lassantes au fur et à mesure que l'on progresse, dans un étrange moment de cinéma qui n'a pas grand chose à raconter, quant à la mythologie de son personnage ou l'évolution d'Irène dans un contexte où elle ne gagne aucunement en profondeur. Après indéniablement, Taissa Farmiga est une nouvelle fois très impressionnante, parvenant à interpréter sa mère avec une logique et une puissance d'interprétation qui fonctionne, mais tout cela pour pas grand chose quand même. Cela ne fait rien et en même temps, on n'en attendait pas plus en fait. Parfois, heureusement, on tombe sur de petites pépites. Vous voyez très bien, je suis sûr, de quoi je veux parler. Ces films qui sur le papier sonnent comme des projets assez simples, mais qui parviennent parfois dans leur forme ou dans leur fond à sonner comme atypiques, comme surprenants, comme entraînants, et par découlement, qui réussissent à nous emporter dans un moment étonnant. Alejandra Marquez Abella nous offre cela en portant à l'écran le récit assez fou de José M. Hernandez, jeune homme issu d'une famille d'ouvriers agricoles mexicaines qui s'est retrouvé avec l'envie et le rêve le plus fou qui soit dans son genre, devenir astronaute. De cette histoire simple, la cinéaste offre un portrait émouvant, très classique sur beaucoup d'aspects, mais qui parvient dans son émotion et dans sa logique de composition émotionnelle à nous passionner et à nous fasciner pour un moment de cinéma très juste, terriblement attachant et qui fonctionne du début à la fin. Qui plus est, le film possède un atout majeur, un atout qui prend la forme d'un acteur de talent qui délivre ici une prestation juste folle, l'immense Michael Peña, tout simplement radieux et éblouissant de bout en bout de ce film, prouvant qu'il est totalement capable de porter un métrage sur ses épaules. Un beau film, simple, émouvant, mais surtout très attachant. Parfois, il y a des auteurs qui ont besoin juste de souffler un bon coup. Et par souffler, j'entends prendre un peu de recul par rapport à un sujet ou par rapport à ce qu'ils ont déjà mis en forme par le passé, que ce soit parce que les films d'avant étaient trop noirs ou simplement parce que le 7ème art leur fait broyer un peu trop de noir et qu'ils ont besoin d'un peu d'espoir. Guillaume Niclou, après plusieurs films un peu sombres et surtout une grande perte de vitesse par rapport au succès, nous offre donc une adaptation surprenante d'un best-seller, le temps d'un moment de cinéma sonnant comme assez classique, en tout cas pour le style de son auteur, mais également assez surprenant dans sa forme et dans son fond, n'apportant rien de plus que ce que l'on connaît déjà du style du metteur en scène, mais donnant à ce moment de cinéma une saveur particulière, plus légère et émouvante, même si le ton et la noirceur de certains aspects de l'écriture ramènent forcément au style de Niclou. Et puis, encore une fois, la prouesse de Niclou reste de s'entourer de bons acteurs, et dans le genre, le choix de Fabrice Lucchini ici donne lieu à une belle rencontre, l'acteur se donnant à fond pour son personnage, avec justesse, logique et impact. Sympathique, mais assez sommaire dans sa catégorie. Un sujet peut parfois sonner comme un peu trop simple sur le papier. Je ne dis pas que tous les films avec un sujet simple sonnent comme tel, mais il est évident tout de même que la première impression que l'on peut avoir d'une thématique qui va être au centre d'un projet de cinéma puisse sonner comme un peu limitée par rapport à la forme ou à la longueur que pourrait avoir une œuvre de 7ème art. Ainsi sur le papier, l'œuvre de Delphine Lehérissé sonnait un peu comme cela. Il faut bien avouer que c'est le cas, tant l'histoire est finalement très anecdotique et surtout sonne comme un peu facile dans le genre au sein de notre production.
mais l'exécution est plutôt bonne, car si elle ne parvient pas forcément à transcender son sujet, elle réussit tout de même à lui donner une certaine envergure, une certaine forme, une certaine intensité dramatique, parvenant ainsi à faire décoller le film de sa stature de comédie dramatique pour septuagénaire un peu déprimantée convenue, et à nous emporter. Et il faut avouer que cela, le film le doit beaucoup à la présence charismatique de François Berléand, trop peu présent au cinéma puisqu'il est plus au théâtre, pour une prestation touchante et drôle, amusante et sensible, bref, du grand Berléand dans son genre. C'est sympa, convenu, mais assez amusant, il faut le dire. Certaines sagas devraient clairement s'arrêter au bout d'un moment. Juste stop. Malgré la sympathie que l'on peut avoir pour un univers, pour des personnages et pour la logique d'un auteur de mettre en forme tout cela, il faut parfois se saisir de la vérité et se rendre compte qu'il n'y a plus rien à nous offrir au travers de cet univers, et qu'il faut simplement le laisser doucement s'éteindre, certainement pour le meilleur. Robert Rodriguez a tout de même souhaité nous emporter dans un nouvel épisode, sonnant presque comme un reboot de la saga des espions Cortez, le temps d'un moment de cinéma assez habituel par rapport à l'image que l'on se fait de la saga, soit une bonne base, mais qui rapidement sonne comme du ringard, du plastiquement assez horrible, de l'esthétique criarde et assez maladroite, pour une œuvre divertissante, certes, il faut le reconnaître, mais également assez oubliable et inutile dans son genre, le tout emporté par cette sensation de remake assez inutile. Et puis au niveau du casting, ce n'est pas non plus la folie, les deux jeunes Everly Carganilla et Connor Esterson n'arrivant pas à la cheville de leur modèle et offrant des interprétations assez maladroites malgré leur jeune âge, qui peut être tout de même une bonne excuse dans son genre. Pas utile, pas catastrophique, mais pas très bon non plus, hein. C'est juste horrible parfois. Un petit creux annuel, pour un cinéaste qui malheureusement n'a plus trop sa cote, surtout chez nous. Indéniablement depuis plusieurs années, et de sacrées casseroles bien vilaines aux fesses, Woody Allen n'est plus que l'ombre de lui-même d'un point de vue créatif, sonnant un peu comme l'auteur en roue libre sans envie de surprendre ou d'étonner le spectateur, si ce n'est parfois dans le choix de ses acteurs et de ses sujets. Rien de surprenant ici, c'est un film d'Allen dans la pure veine de son cinéma, jouant sur un milieu bourgeois, alignant les clichés, les stéréotypes du genre, construisant une structure dramatique encore et toujours orientée sur l'adultère et la coquetterie de ses personnages, pour un ensemble restant assez entraînant, mais sonnant comme sans surprise, sans saveur, un peu à l'image de son précédent, donnant l'impression que le réalisateur américain n'a plus rien à nous offrir, et qu'il serait peut-être temps d'arrêter de faire encore et toujours la même chose. Après, le casting français marche dans son genre, Lou Delage étant éblouissante, Neil Schneider très charismatique, et le Melville Poupeau jouant une version plus douce du même personnage que dans L'amour et les forêts, donnant un vrai plus à ce casting par sa présence et son jeu. C'est banal, mais banal par Woody Allen, finalement ça passe. Il y a des films qui semblent être de vraies propositions assez atypiques. Des projets où l'on se dit que rien qu'avec le concept à la base même de celui-ci, il y a tout autant à manger qu'à boire. Ou peut-être même plus à digérer, tant cela peut être trop, avec trop de dialogues, trop d'instants étranges et surprenants, ou simplement un sujet à la base qui sonne comme un peu trop déjanté. Jessica Hausner est exactement à cette image depuis plusieurs longs métrages. Cette nouvelle proposition, autour de la nourriture et de la compréhension de soi, est un moment de cinéma assez déjanté, qui marche, mais qui intrigue aussi, que ce soit par la manière d'amener le concept à la base du projet, ou plus simplement par la logique autour des personnages et de leurs évolutions au sein de cette trame narrative, parfois un peu trop dense pour ce qu'elle cherche à amener en termes de réflexion, mais également assez poussive dans son côté moraliste et par moments un poil convenu. Par contre, indéniablement, on ne peut remettre en question ce casting assez impressionnant, emmené notamment par l'immense Mia Wasikowska, fabuleuse dans le rôle de la professeure, emportant à merveille le propos du film et lui donnant le juste relief nécessaire. Un film prenant, pas toujours équilibré dans sa globalité, mais qui réussit à nous embarquer dans son délire. J'ai l'habitude de le dire, mais on n'a pas déjà vu ça quelque part ? Et si comme souvent on a un peu l'impression que beaucoup de comédies françaises se ressemblent, alignent un peu les mêmes types de personnages, les mêmes aspects de caractère, de développement, de construction dramatique, sonnant comme assez usité, mais pouvant tout de même parfois un peu surprendre. Ce n'est pas le cas du nouveau long métrage en tant que réalisateur de Philippe Lefebvre pourtant, qui nous offre la comédie romantique par excellence à la française, pouvant un peu sonner comme original par le choix de sa thématique principale, mais alignant tout de même rapidement beaucoup de facilité cinématographique, usant de personnages secondaires pas toujours très intéressants, et d'une écriture un peu trop vaudevillesque pour réussir à sonner comme nouvelle ou comme fraîche, c'est là que le film sonne comme facile et convenu. Après, indéniablement, les présences de Karine Viard, drôle et pimpante, et Franck Dubosc, délicat et assez original, donnent un vrai punch au film, mais ne le sauvent pas d'un ensemble sonnant comme très usité dans sa catégorie.
Une comédie convenue, pas toujours drôle mais pas horrible non plus, juste très oubliable en fait. Heureusement pour elle que la plateforme Netflix peut parfois être surprenante. Car je l'ai déjà dit dernièrement, on peut parfois se poser la question de savoir si la plateforme souhaite vraiment proposer du cinéma via son contenu, ou simplement un ensemble de facilités sonnant comme usées, mais qui passent un peu partout sur une plateforme ne cherchant pas à sonner comme originale, mais comme attrayante. Grand Singer nous offre un petit polar sympathique. Une œuvre assez efficace et entraînante pour réussir à tenir sur la longueur, sans forcément détonner dans sa catégorie, sonnant par moments comme très facile à voir venir, mais emportant par un rythme et une ambiance globale assez pesante, offrant un ensemble de personnages assez forts et impactants, et qui donne de l'ampleur à cette aventure, parfois très classique d'un point de vue dramatique, mais assez surprenant d'un point de vue suspense. Et puis il y a ce casting, emmené par Benicio del Toro, qui est très investi, puisqu'il est scénariste et coproducteur du film, qui se donne à fond pour son personnage, et parvient à l'emmener extrêmement loin, avec beaucoup de charisme et de classe. Un suspense peu novateur, mais assez efficace sur la longueur. Ça fonctionne bien quand même. Bon, comme à chaque fois, bravo à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Vous voyez bien, le mois de septembre, c'est souvent ça. C'est beaucoup de films, on a l'impression qu'ils se ressemblent. Au milieu, il y a de temps en temps des petites pépites. Il y a beaucoup de choses qu'on trouve un peu banales. C'est souvent ça, en fait, la rentrée. C'est balançons plein de films et voyons lesquels réussiront à marcher. Mais vous le savez très bien, comme je le dis à chaque fois à la fin de cette émission, ce n'est pas parce que l'on ne parle pas de ces films qu'ils sont forcément mauvais.